Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Avant de commencer, nous souhaitons avertir notre public que les passages de cet épisode peuvent heurter certaines personnes. Les coups, les bleus, un mari qui frappe sa femme, c'est la représentation la plus commune et véhiculée de la violence au sein du couple. Pourtant, elle touche toutes les tranches d'âge, identité de genre, orientation sexuelle, classe sociale et ne fait pas toujours de bleu. En Suisse, une personne meurt toutes les 2 semaines des conséquences de violences domestiques, alors que le foyer devrait être un lieu sécurisant. Statistiquement, c'est l'endroit le plus à risque pour une femme, sans compter les nombreux cas de violence jamais recensés car jamais dénoncés à la police. On estime que près d'une femme sur 4 en Suisse a vécu des actes sexuels non désirés. Dans une écrasante majorité des cas, les victimes connaissaient leur agresseur. À une époque où la notion de consentement est plus que jamais mise en lumière, où sont les limites ? Comment les violences physiques et sexuelles s'installent-elles dans un couple ? Et surtout, comment s'en sortir ? Comment aider ou se protéger ? Entretien avec Aline Cuche, intervenante sociale et formatrice au centre de Malais-Prairies, centre d'accueil pour victimes de violences au sein du couple et du domestique, accompagnée d'extraits de témoignages de 10 anciennes victimes de violences dans le couple. À la demande de certaines d'entre elles, la voix a été modifiée afin de préserver leur anonymat. Alors la violence physique, il y a bien sûr toutes les violences qui sont reconnues au niveau du code pénal, que ce soit des bousculades, morsures, baffes, des tentatives de strangulation. Mais il y a aussi passablement de violences physiques qui sont moins reconnues que des voies de fait, mais qui peuvent faire partie d'un quotidien où on n'arrive pas encore dans des coups ou des passages à tabac. Par exemple, lever le poing ou lever la main, menacer. Et il y a aussi de la violence physique sur des hommes, que ce soit de la part de femmes ou de la part d'hommes dans des couples homosexuels. Donc voilà, pour dire que ça touche tous les genres et qu'il n'y a pas forcément un sens unique à ça. Mais on constate quand même, et dans les chiffres, on peut encore le voir, que ce sont les femmes qui sont le plus victimes des violences physiques et qui en payent le plus cher tribut au niveau des conséquences. Mais en fait, il m'a jamais vraiment frappé, tu vois. Mais je sais pas, il me jetait au sol, ou il me prenait, puis il me plaquait contre la voiture, ou il me lançait tout le temps des trucs dessus, en fait. Je me suis retrouvée, puis dès qu'il buvait, en fait, du coup, il avait des excès de violence. Il y a une fois où, typiquement, j'avais ma fille dans les bras, mais il m'a poussée sur le coin de mon cadre de lit, dans le milieu du dos, au niveau de la péridurale, et en fait, j'ai plus senti mes jambes pendant à peu près une vingtaine de minutes. Pour parler des violences sexuelles, il y a la notion de consentement qui vient en premier. C'est vrai qu'il y a 4-5 ans en arrière, on parlait très peu du consentement. Si on reste au sein du couple, c'est aussi une notion qui est extrêmement compliquée. C'est vrai qu'à l'extérieur, ou quand on explique aux enfants, ben voilà, si tu ne veux pas, tu dis non, hein, c'est comme ça que ça commence. Et puis quand ça paraît de l'extérieur, ben c'est ça, là on rejoint la violence physique. Si on se ramasse un coup dans la rue, on va pas hésiter à déposer plainte ou à défendre nos droits, etc. Mais tout ça, c'est des notions qui sont beaucoup plus compliquées quand ça se passe au sein du couple. Alors, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas, ces notions de consentement, et qui effectivement se disent c'est normal qu'on couche ensemble, c'est normal qu'il attende ça de moi, c'est normal qu'elle fasse ça pour moi, ou c'est normal qu'on fasse ça à ce moment-là comme ça. Et je pense que c'est super important que les gens puissent en parler. Et aussi d'expliquer, ne serait-ce que quand la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Et c'est pas un refus, et c'est pas de dire mais je t'aime pas, je te désire pas, et plus jamais on fera l'amour ensemble, mais c'est de dire là j'ai pas envie. Mais vraiment plein de fois où j'ai dit plusieurs fois non, j'ai pas envie, non, je suis pas intéressée, non, pas maintenant, je me sens pas bien, je suis malade, tu sais, je suis fatiguée. Et il y a vraiment plein de fois où je me suis résignée. Il y a des fois où je me suis résignée. Il y a des fois où j'avais pas le choix. Et genre, d'une certaine manière, c'est du viol, tu vois. Mais non, c'est du viol. Il faut que j'arrête de... C'est du viol, en fait. Et en fait, je me suis réveillée avec lui en moi. Tu sais, toi, tu dors, tu te réveilles, tu vois le gars, il fait du bruit. En fait, c'est hyper choquant. Genre, je sais pas, c'était vraiment... Et ça a duré longtemps quand même. Hein. Juste après, en fait, les rapports, c'est qu'il m'a dit qu'il ne comprenait pas les femmes qui acceptaient de venir chez quelqu'un et qui
ne s'attendait pas à avoir des rapports sexuels. Donc, vu que je suis entrée chez lui, théoriquement, j'ai consenti à tout ce qui allait se passer. Alors, le geste unique de violence physique, est-ce que c'est déjà de la violence conjugale? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? C'est rare qu'il y ait eu la violence physique sans qu'il y ait eu un autre type de violence ou que le couple ne soit pas déjà dans un système où il y a de la violence. Il y a eu déjà peut-être du contrôle de la part d'un des deux ou de rabaissement. On voit quand même que ça fait partie déjà d'un mécanisme qui est un peu en marche. Par rapport à ça, je trouve que la théorie qui différencie l'agressivité de la violence, elle est assez intéressante. C'est une théorie de Perón et de Reynaldo Perón qui définit en fait qu'on est tous, enfin en tout cas on devrait tous pouvoir être capables d'avoir un petit peu d'agressivité. Ça sert à défendre notre territoire. Où on passe dans la violence, c'est quand on commence à attaquer le territoire de l'autre. C'est-à-dire où on n'est plus dans des actes pour se défendre soi-même. Ça peut même être des gestes physiques, mais de refus ou de protection, sans attaquer le territoire de l'autre. Et oui, je suis plutôt grand et imposant, mais c'est pas ma nature de répondre à ces attaques et d'être agressif. Et une autre fois, j'ai appelé la police, où là, l'officier, il m'a juste rayonné vu ma carrure. Il m'a dit que c'était sûrement moi le problème. En fait, la seule chose qui me retient de partir, c'est notre fils, que j'essaye d'écarter au plus, mais j'ai peur de perdre mon fils et de divorcer. Mais j'ai peur qu'on me reproche à moi de tourner la situation dans mon sens. En même temps qu'il croirait que c'est l'homme qui se fait battre. Et en fait, il a eu envie de faire l'amour, et j'ai dit non. Et en fait, il m'a poussée en bas du lit, avec ses pieds. Et en fait, moi, je suis tombée, je me suis cognée la tête contre la table de nuit et ça m'a énervée. Et en fait, là, c'est la seule fois en fait où j'ai réagi. Donc, j'ai pris un cintre qui était par terre et je lui ai jeté dessus. Alors là, il a pas du tout kiffé. Le mec, il s'est levé sur le lit et m'a foutu un énorme coup de pied dans la gorge, genre. Et en fait, j'ai commencé à m'étouffer. Ça m'a bloqué la respiration, j'arrivais plus à respirer. Ce qu'il a fait, c'est clairement là que je me suis dit, faut que je me barre, en fait. Déjà, il me regardait un peu en rigolant parce qu'on croit que je faisais exprès. Après, il a vu que c'était vraiment sérieux, quoi, que j'arrivais pas à respirer. Et en fait, le mec, il a pris ma tête et il a commencé à l'éclater, genre ma gorge contre le rebord de la fenêtre. Il y a aussi cette question d'emprise au niveau de la sexualité, dans le sens où la personne va avoir peur que l'autre soit déçu par elle, ou peut-être trompe si elle ne fait pas les choses que l'autre lui demande de faire. Il y a ça, et puis il y a aussi après les contraintes sur certaines pratiques sexuelles où l'un ou l'autre n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais le fait parce que ça fait plaisir à l'autre. Et jusqu'où on ose dire non à l'autre. C'est quoi une concession? Jusqu'où je fais une concession? Alors une activité, d'accord, je fais une sortie en vélo parce que ça fait plaisir à mon conjoint. Mais est-ce que c'est la même chose que de dire... Voilà, j'accepte de faire cette forme de sexualité parce que ça fait plaisir à mon conjoint. Et moi, j'en ai pas de plaisir. Après, évidemment, il y a le viol qui peut être fait avec une extrême violence et puis laisser des marques, etc. Donc là, c'est des choses qui, effectivement, pourront être constatées par un médecin gynécologue, etc. Mais je ne suis pas certaine que suite à une agression sexuelle, on ait le premier réflexe, ça soit de dire je vais aller vite à l'hôpital pour qu'on puisse constater que j'ai été victime d'un viol. De te faire violenter chez toi, dans ton lit, dans ton intimité, avec la personne avec qui tu as cru faire l'amour jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Et comme c'est ton partenaire, il y a des fois où tu arrives à gérer, puis après tu lui dis non, il faut vraiment que tu te prennes en main, il faut vraiment que ça se passe pour qu'on puisse avoir une intimité. Mais comme ça se passe pas, monsieur, il se croit tout permis. Et tu es là et tu dis non, et tu résistes. Et ça se passe quand même. Et tu dis mais tu peux pas... Puis c'est un dimanche matin, puis il y a les enfants qui se réveillent et qui viennent dans la chambre, et donc non, moi j'ai pas pris mon sac et je suis allée à la police dénoncer le dimanche matin, je suis descendue faire le déjeuner. Parce que voilà, il y a le petit qui veut des crêpes, quoi. Ça, c'est la réalité. Et qu'est-ce que tu fais avec ça après?
Pour une personne victime de violences physiques et qui sent qu'elle doit partir du domicile pour se protéger, alors la première chose à faire, mais parfois c'est effectivement compliqué parce que le téléphone il a été pris, il a été séquestré ou lancé, cassé, enfin voilà. Mais bon, s'il y a possibilité, c'est vraiment d'appeler la police. Ils vont aussi évaluer s'il y a possibilité d'expulser l'auteur des violences de l'appartement. Ensuite, ça c'est la première possibilité. Ensuite, c'est sortir de l'appartement et se réfugier là où c'est possible, chez les voisins, chez des amis, dans de la famille, demander une admission au centre d'accueil Malais-Prairies. Pour ça, il faut pouvoir quitter l'appartement au moment où ça se passe. Après, si c'est pas possible, essayez de faire un maximum, baisser la pression pour éviter qu'il y ait trop de coups et trop de violence. Si c'est, dans la mesure du possible, on ne sait jamais. Et puis, une fois que ça s'est calmé, une fois que l'auteur, entre guillemets, est parti, essayez à ce moment-là, quitter le logement. Je me suis fait frapper, étrangler, jeter des choses à la figure. J'ai passé la nuit à essayer de calmer le jeu, essayer de partir de l'appartement, mais j'étais retenu, couvert d'excuses. Puis finalement, on a décidé de se séparer. Je veux pas lui causer de problème juridique et c'était la première fois, mais il y a encore des affaires et je suis plus du tout tranquille chez moi. Et en fait, il m'a agrippé les clés, il a fermé la clé. Il a gardé les clés dans sa poche et il m'a dit « Tu vas nulle part, tu restes ici. Tu restes ici et tu vas nulle part. » Le jour où tu te prends une claque, tu es tellement sidéré que tu as du mal à comprendre comment c'est arrivé. Tu te dis « Mais c'est pas possible. Il m'a pas levé la main là tout de suite. C'était la ligne rouge. » Mais quand même, c'était 2 ans avant d'appeler la police. Tu vois, ça peut pas être ça, Maï. C'est impossible qu'il puisse pas gérer cette violence, quoi. Il va se prendre en main. Pour qu'une personne puisse changer réellement de comportement, c'est très personnel aussi. Il y a des gens qui peuvent faire des années de psychothérapie et puis il se passe rien. Mais en tout cas, les outils qu'on a, c'est le travail avec des auteurs en individuel et en groupe. Alors, il semblerait que le groupe, ça ait quand même un impact assez important sur les comportements. Et puis, bien sûr, des suivis chez des psychothérapeutes qui sont spécialisés dans la prise en charge des comportements violents. Au niveau du travail de couple, et le but, c'est vraiment de leur donner des outils pour pouvoir justement pallier aux problématiques sans que ça dérive dans la violence. Les couples, alors qui sont généralement dans des situations de violence symétrique, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dans des systèmes de domination, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même généralement une évolution au niveau de la communication. Alors parfois, ça débouche sur une séparation, et puis pour d'autres couples, ils arrivent à reconstruire quelque chose de manière différente. Donc quand je lui ai dit, bon là, ça va plus. Donc là, il y a un problème de violence c'est vraiment un autre niveau. Parce que des discussions de couple, j'imagine qu'il y a dans tous les couples de la planète. Et donc moi, j'ai ma responsabilité aussi parce que je vois les choses d'une façon. Mais la violence, ça, c'est ton dossier. Parce qu'il n'y a pas de limite. Enfin, moi, j'ai reçu des menaces de mort. Et tu dis, non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il était capable de dire, mais je suis tellement plus forte que toi que je peux te tuer quand je veux. Et de dire, mais non, mais la personne que j'ai choisie, ma personne à qui j'ai dit mes plus intimes secrets, qui sait tout de moi, ça. La crainte ultime des violences physiques, c'est quand même l'homicide. Et le danger de violence est également le plus au sein de la famille, que ce soit de violence physique, de décès ou de violence sexuelle. C'est toujours au sein de la famille, donc c'est quand même souvent le milieu le plus dangereux. Alors les conséquences des violences physiques, ça peut être aussi des suicides. Il y a quand même passablement de victimes qui voient pas de solution, même des fois après la séparation. Il y a aussi toutes ces maladies psychosomatiques qui sont de réelles maladies. Je pense aussi à des dépressions qui peuvent être extrêmement graves chez des victimes de violences conjugales. Déjà pendant 4 ans, j'ai élevé seul mes enfants, sans aide de sa part. Donc
Donc je pense que c'est ce qui m'a fait tenir aussi, c'est que je vivais heure par heure, des fois même minute par minute. Ça s'appelle de la survie. Donc beaucoup de méditation, hein, je conseille, c'est très bien. Mais j'ai aussi accepté les médicaments. Mais après, faut gérer les enfants, faut gérer les gens qui comprennent pas, faut se réparer soi-même. Ce qu'on constate dans la prise en charge des violences, c'est l'importance d'intervention de tiers. Et je pense que quand on est extérieur, c'est quand même important de montrer qu'on est là, sans être trop insistant. Par exemple, c'est une voisine comme ça, si on la recroise dans l'escalier le lendemain, si elle est seule, lui faire comprendre qu'on a entendu, qu'on comprend que ça va pas, que si on peut faire quelque chose, elle peut venir toquer, voilà. Ou appeler la police, hein. Après, si c'est des amis, des gens proches, parler de ce qu'on perçoit chez elle, que peut-être on la voit un peu triste, qu'on ne peut plus la voir, que c'est compliqué, comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe son travail, à la maison, qui fait quoi, etc. Poser des questions un peu d'ordre général sans forcément focaliser de suite sur la problématique de violence conjugale. Et elle m'avait dit... Je veux juste que tu m'assures que si aujourd'hui t'es plus avec mon fils, c'est pas parce qu'il t'a fait ce que mon ex-mari m'a fait. Et tu vois, genre, si ça me donne envie de chialer quand je dis ça, mais tu vois, je pense que si elle m'a dit ça, c'est que fondamentalement, elle savait, tu vois. Mais mon point de repère, c'était ma sœur. Et je me rappelle que je l'appelais... X fois par semaine, des fois la nuit, des fois en lui disant « Juste dis-moi, est-ce que c'est normal ce que je vis ?» Elle me répondait non. Ouais, je pense qu'elle m'a aidée, en tout cas, elle était là, comme un mur, pour que je tombe pas. Mais de manière contradictoire, en fait, je le défendais. Et c'est par plusieurs personnes qui m'ont dit des petites phrases à des petits moments que tu mets ensemble et que tu te dis « Ah ouais ». Une chose qui m'avait trop changé, c'était... on était dans le tram. Genre, il y a eu une dispute, il s'est cassé alors que tout allait bien. Et il y a une dame en face, en fait, je vois qu'elle hésitait à me parler. Elle fait « À part ça, moi, j'ai vécu la même chose. Et je vais pas me mêler de vos affaires, mais juste vous dire de ce que j'ai entendu, c'est pas normal. » Et elle est partie comme ça, mais elle l'avait dit tellement d'une manière gentille que j'étais là « Ah !» Ok, genre c'était vraiment pas une critique, c'est vraiment genre cette personne que je connais pas, elle pense à moi et elle veut que je me casse. Et c'était extrêmement douloureux, mais en même temps j'ai connu la magie de ne plus avoir peur. Ça fait bizarre. Quand j'en parle maintenant, je dis mais non, t'as vécu tout ça, c'est pas possible cette affaire. Puis je dis oui, c'est vrai, c'est... Maintenant, je changerai pas de vie. Pour plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Un podcast réalisé par Giulia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pylone.